dimension, Rigaud. On a souvent parlé de la reine Élisabeth II, au grand cœur, très compréhensive, généreuse. Il y a eu un passage de l'histoire qu'elle a certainement regretté. Ça a été après la mort de Diana. On l'a vu lorsqu'elle a mis de nombreux jours à exprimer sa peine. Est-ce que ça, il a fallu du temps pour corriger l'erreur, peut-être? L'erreur de communication. Oui, que la reine soit généreuse, certainement. Ça fait partie de sa fonction et elle a conscience, comme je le disais tout à l'heure, que les élites pour durer doivent faire le bien, surtout quand on est dans la position qu'elle est. Maintenant, la reine a toujours été impassible. Elle a toujours eu l'impression qu'elle était insensible, donnait cette impression d'impassibilité, d'insensibilité. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est parce que ce sens de la dignité, de la discrétion, de la réserve, sa mère disait souvent que la réserve et la distance étaient indispensables et qu'il ne faut jamais être pressé de descendre de son piédestal. Donc, elle n'a jamais eu, et ça c'est un changement avec la nouvelle génération qui, les bains de foule, la reine n'en faisait pas au début de son règne, les bains de foule, la proximité avec les gens, c'est quelque chose qui est nouveau et c'est un changement et qui est là aussi un équilibre à trouver puisque la monarchie a besoin aussi d'une certaine part de mystère et de distance pour garder en quelque sorte sa magie. Alors Camilla Parker Bowles, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle revient quand même de loin, parce que après la mort de la princesse Diana, la reine était considérée comme impassible, le prince Charles était le mari trompeur, et elle était la fée Carabosse. Hein. D'ailleurs, on raconte qu'en plus de ça, elle avait pas beaucoup de moyens. Elle était installée dans une petite maison pas très loin de la propriété du prince Charles, et j'ai lu dans la presse qu'elle avait parfois été insultée en allant au supermarché faire ses courses. Donc, c'est évidemment, elle vient d'un milieu qui est très différent, d'une famille qui a été des serviteurs de la couronne, mais enfin qui n'appartient pas du tout au milieu de la famille de Diana Spencer. C'est une femme qui a fait preuve de beaucoup de résilience, qui n'est certainement pas dépourvue d'intelligence, et qui finalement avait beaucoup plus de points communs avec la reine que la princesse Diana. Parce que Camilla, c'est la vraie Anglaise qui aime la campagne, qui aurait aimé ce qu'aurait été la reine si elle n'avait pas été souveraine, c'est-à-dire quelqu'un qui aime le métier de gentleman farmer, qui a une... Et c'est quelque chose... Alors je pense qu'elle a en plus de ça, elle appartient à une famille qui était très cultivée. Il se trouve que la famille royale a été très présente sur les réseaux sociaux pendant les confinements. Et elle faisait une émission de lecture elle parlait, et elle racontait que son père était un très grand lecteur. Elle-même est une grosse lectrice. Elle participe à un certain nombre de prix littéraires. Et je pense qu'elle va certainement... Ils vont être heureusement très épaulés par les Cambridge, parce que l'actuelle duchesse de Cambridge a à la fois tous les atouts de la princesse Diana en matière de charme, d'élégance, de distinction, l'intelligence en plus et la volonté forte de devenir reine, ce que n'avait pas la princesse Diana. Et je pense que comme les deux ménages s'entendent très bien, je pense qu'elle va certainement beaucoup épauler le prince Charles, qui est quelqu'un qui a besoin d'être aimé, quelqu'un d'être sécurisé, qui a eu une éducation un peu difficile parce qu'une mère qui s'occupait peu de lui et un père qui l'a mis dans cette école militaire extrêmement dure. Donc je pense qu'ils vont, en tout cas pour faire exercer cette fonction si difficile, ils vont vraiment faire équipe et bien s'entendre avec les Cambridge. Mais il est évident, alors je pense que ça a été l'une des grandes victoires de la reine aussi à partir du moment où elle avait accepté ce mariage, même si dans un premier temps elle avait dit que d'abord, elle ne porterait pas le titre de princesse de Galles, mais de duchesse de Cornouailles, et qu'ensuite, elle ne deviendrait pas reine, mais elle resterait seulement princesse. Et quand la reine, voulant justement préparer la suite, voulant aussi que le prince Charles soit sacré, parce que ça, c'est une question qui n'a jamais été abordée depuis 2 jours, nulle part, me semble-t-il, dans les médias. Mais le prince Charles se posait des questions quant au couronnement, c'est-à-dire étant donné la diversité sociale, ethnique et religieuse du Royaume-Uni, il se demandait s'il ne vaudrait pas mieux
que le souverain soit chef des croyants plutôt que chef suprême, protecteur des croyants, plutôt que chef suprême de l'Église anglicane, ce qui évidemment enlève tout son sens au sacre. Mais on n'en est pas là et je pense que la reine qui voulait qu'il n'y ait aucun changement dans la tradition, en normalisant en quelque sorte la situation de Camilla, qui devient donc reine consort, je pense qu'on s'achemine vers un sacre qui permettra aussi de sacrer la reine. Alors, on parle aussi peut-être de l'évolution de cette reine Élisabeth II, qui avait peut-être des idées assez arrêtée il y a quelques décennies. On pense à sa sœur qui était tombée amoureuse d'un membre de la sécurité de la famille royale et à qui elle avait interdit d'épouser cet homme parce qu'il était divorcé. Ça avait d'ailleurs, même les écrits le montrent, poussé sa jeune sœur dans un problème d'alcool assez profond. Et elle l'a laissé sombrer là-dedans. Alors, est-ce qu'en laissant quelques décennies après son fils épouser une femme divorcée, ça veut dire qu'elle a eu conscience qu'il fallait peut-être un peu lâcher? Elle a suivi les évolutions sociétales. Mais je pense que l'histoire, et je trouve que la série The Crown le montrait bien, je pense que le drame de la princesse Margaret est quelque chose qui est resté une écharde pour la reine. Mais à ce moment-là, l'histoire d'Édouard VII était encore très récente, surtout que Peter Townsend, c'était pas un domestique il était écuyer du roi George VI, il avait été un héros de la Seconde Guerre mondiale. C'est un homme gradé. C'était un homme d'une très grande distinction qui faisait l'unanimité chez tout le monde et qui aurait été volontiers accepté comme gendre s'il n'y avait pas eu le divorce. Et c'est sûr que ça a gâché la vie de la princesse Margaret. Les deux sœurs étaient très unies et je pense que ça a été quelque chose de douloureux pour le... Évidemment, elle a eu 3 enfants qui ont divorcé, qui se sont mariés, mais elle n'a pas eu de toute façon d'autre solution que de suivre les évolutions sociétales. Que de vivre avec son temps, et le divorce fait partie de nos temps. La plus importante a été le mariage avec Meghan, qui incarnait ce qui était impensable, venant américaine, métisse, venant d'un milieu extrêmement simple, ayant posé à moitié nu dans des séries télévisées qu'il avait rendues médiatiques. Et là, moi, j'avais été très impressionné par la capacité d'adaptation de ce mariage. Était superbe, avec le père qui n'était pas là, le prince Charles qui est venu chercher sa belle-fille à mi-chemin dans l'église. Et la monarchie anglaise avait joué le rôle de la princesse de l'ouverture sociale, ethnique, avec l'entrée dans la famille d'une princesse blogueuse moderne. Bon, en fait, ça s'est révélé. Moi, à ce moment-là, j'avais beaucoup été interviewé par les médias où j'avais dit que tout était réuni pour que ça explose. Mais je ne pensais pas que ça viendrait si vite. Et le fait est que cette malheureuse Meghan incarne le mauvais côté de notre époque, le côté tapageur, le côté victimaire, le côté narcissique, évidemment, qui sont des choses totalement incompatibles. Vous ne pensez pas que peut-être le système de cette famille royale, avec peut-être cette pression qui est mise, cette nécessité d'être dans les rangs et de ne surtout pas avoir un écart, vous pensez mais ça fait partie de la fonction. Ça ne contribue pas à faire exploser un couple? Peut-être, mais ça fait partie de la fonction. Il y a un choix à faire. La duchesse de Cambridge l'a fait avec beaucoup d'intelligence, mais je pense qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, même quand on est princesse. Et je pense qu'être tapageur, être narcissique, vouloir avoir raison sur tout et ne pas se plier à des contraintes fortes qu'impose précisément la monarchie. La monarchie anglaise, c'est un capital de tradition et de mémoire, avec fonction donnée au souverain et à l'ensemble de la firme, de mettre en scène, de mettre en spectacle ces rituels et cette mémoire. Ce qui fait la légitimité de la famille royale, c'est précisément cette conscience généalogique et cet héritage. Donc il faut le respecter, le faire évoluer, mais maintenir justement cette magie, cette mystère, cette auréole qui contribue au rayonnement aussi de l'Angleterre. Et si on fait tout exploser par une absence de mesures et aussi de charité à l'égard justement de tout un passé qu'on a à respecter, ça fait partie de la fonction quand on entre dans une famille royale. Bon, c'est peut-être pour ça qu'elle a fait le choix de quitter ses fonctions en tout cas. Merci beaucoup.